Salut à tous et à toutes, c'est Jennifer Padjemi, bienvenue dans Miroir Miroir sur Binge On Air, il est 10h02, pile poil. Donc là on mettra un petit extrait en post-production. Je voulais que je fasse Jean-Luc Godard ou pas? S'il te plaît. Le cinéma, c'est moi. Non, ça c'était Dominique Besnard. Pardon, ça m'a... Je veux des exclus, je veux du show et tout. On n'a pas fini. Donc, bienvenue dans ce Miroir Miroir Club pour cette rentrée spéciale de Binge On Air. Alors, je ne sais pas si vous avez passé un bel été. Moi, oui. Je suis un peu dégoûtée d'être rentrée de vacances, mais je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui va commencer le 24 septembre. Donc, cette saison, je vais m'intéresser un peu plus au corps, toujours, comme d'habitude. Mais on va aller un peu plus loin et on va essayer de donner des astuces, des conseils pour se sentir mieux dans sa peau, dans son corps et comprendre qu'est-ce qui nous fait du mal et comment sortir de tout ça. Voilà, donc j'espère qu'on va passer un bon moment aujourd'hui, une demi-heure ensemble. Alors, donc je me faisais la réflexion ce matin, en me rasant, non, je rigole, que ça faisait déjà bientôt 1 an que j'avais commencé Miroir Miroir, donc j'arrive pas à y croire, c'est passé hyper vite. Et c'est vrai que j'ai reçu pas mal d'invités assez exceptionnels, super intéressants, qui m'ont fait beaucoup réfléchir sur moi, ma propre identité, mes propres rapports au corps. Et m'ont fait poser plein de questions comme d'habitude. Sinon, je ne ferais pas ce podcast, bien évidemment. Il y a une question qui m'est apparue assez évidente, c'est de savoir est-ce que les médias ont vraiment évolué depuis qu'on parle de body positive, de grossophobie, de rapport au corps, etc. Et en fait, bon, entre nous, la réponse, je pense que c'est pas tout à fait le cas, même si c'est un peu plus complexe. On va voir ça ensemble. Alors cet été, il s'est passé pas mal de choses. Donc notamment un hashtag qui a beaucoup tourné, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est plus de 70 kilos et sereine. Ça a été lancé par Elawan, qui a également une chaîne YouTube qui s'appelle Pensée et blabla d'Elawan, qui avait réagi à la suite d'un tweet qui disait « Comment toi, en tant que femme, tu peux peser plus de 70 kilos et être sereine ?» Et donc elle racontait dans un article de Glamour qu'au début, elle ne voulait pas forcément réagir, parce que c'est le genre de tweet qu'on voit souvent sur ce réseau social. Et finalement, elle s'était dit, bon, j'en ai marre, j'ai envie de faire quelque chose. Et donc, elle a créé ce hashtag, plus de 70 kilos et sereine. Et donc, je cite, elle disait, « C'est typiquement le genre de message que je peux voir une dizaine de fois par jour sur les réseaux sociaux. Mais cette fois, je me suis dit, pourquoi ne pas le piquer, l'embêter un peu ?» Et donc, elle rappelait « Toutes les femmes sont sujettes au sexisme et au body shaming, mais toutes ne subissent pas la grossophobie. Certaines femmes, les plus minces, bien qu'elles puissent subir des remarques désobligeantes sur leur poids ou leur physique, leur corps reste normé et jamais elles ne seront discriminées à l'embauche ou chez un médecin, leur demandant de grossir ou même de maigrir avant une opération ou d'être soignées, par exemple. » Et donc, c'est vrai que même si Twitter, c'est un peu le lieu parfois de plein de choses négatives, notamment de sexisme, de racisme et j'en passe, c'est aussi un endroit qui a un peu challengé les médias traditionnels en justement proposant des nouvelles manières de communiquer, notamment par rapport à son corps, et de créer des hashtags comme celui-ci. Et je me suis dit que finalement, heureusement que parfois les réseaux sociaux existent, comme Instagram et Twitter, pour pouvoir avoir d'autres types de discours, d'autres types de corps, d'autres types de représentations. Et même si aujourd'hui, il y a plein de médias qui ont évolué et qui montrent des corps différents, des femmes différentes, etc., des fois, je me demande si c'est pas un peu pour le marketing ou si c'est vraiment une ligne éditoriale qui a été choisie. Et donc, par exemple, cet été, il y a aussi eu, parmi les nombreuses news, alors j'étais un peu en vacances, donc j'ai pas tout vu. Si vous avez vu des unes passées ou des choses
un peu gênantes, n'hésitez pas à partager. Mais par exemple, il y a cette une du Elle. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Donc en une, c'est Bella Hadid. Et donc en fait, je me disais, bon, cette fois, on n'a pas forcément de moins 3 kilos avant l'été ou comment faire du sport pour se muscler sur la plage. C'est pas ça, mais c'est autre chose. C'est le make-up au naturel, une belle peau avant l'été, éclat, anti-âge, hydratation. Et je me demande si finalement, on ne serait pas passé sur un autre type d'injonction. Si ce serait pas, ok, donc on n'a plus envie de vous complexer sur votre poids, mais maintenant on va vous complexer sur votre beauté. Donc il faut absolument être belle au naturel, sans maquillage. Il faudrait lutter contre la peau qui vieillit, etc. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe dans les médias aujourd'hui, c'est que on se dit, ok, vous avez réglé ce problème en mettant une femme grosse, une femme noire, une personne, je sais pas, une personne différente, en tout cas différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Mais en fait, on ne s'intéresse pas forcément à ce qui se passe après. Et du coup, il y a un peu cette idée de, ok, on a réglé un peu ce problème de représentation visuelle, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce que du coup, on reste sur ça, ou on se dit, on essaye d'aller un peu plus loin ? Et c'est vrai qu'en voyant cette une, je me suis dit, bon, ok, ça reste un peu le même type de femme qu'on voit d'habitude, donc rien n'a vraiment changé. Et en plus de ça, vous nous demandez un peu d'être belle naturellement, d'arrêter de faire ceci ou de faire cela. Et c'est un peu une question que je me pose à chaque fois dans ce podcast, c'est de savoir, il ne faut pas forcément passer d'une injonction à l'autre. Et comment trouver cet équilibre entre les deux. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment, ne me laissez pas toute seule. Du coup, une autre news que j'ai vue cet été et que j'ai trouvé hyper intéressante, c'est un article du site Mauvais Genre, qui est un blog collaboratif et qui a pour but, je cite, de lutter contre des images, des stéréotypes, des clichés, des inclinations, des humiliations quotidiennes. Et donc l'article qui s'appelle Robe à fleurs et cardigan made in France, le backlash dans la mode. Il taclait en fait l'image de la jeune fille en fleurs, souvent mince, souvent blanche, et dans certains milieux, incarnée par des marques comme, on le sait tous, Rouge ou Cézanne. On en avait un peu parlé cet été. Et en fait, cet article, je l'ai trouvé hyper intéressant parce que ça remettait le vêtement au cœur de la représentation du corps. Et donc à un moment, l'autrice de cet article dit « Le retour des femmes dans des vêtements serrés, donc les robes portefeuille par exemple, peu pratiques, avec des talons, et à l'allure légère, avec des imprimés fleuris, s'inscrit dans un retour à la féminité hégémonique d'antan. En ce sens, cette nouvelle esthétique peut promouvoir une complémentarité avec la masculinité hégémonique que l'on sait toxique. » Bon, alors j'ai pas tout compris, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de savoir que la manière dont on s'habille et la manière dont la mode va nous proposer aussi un type de vêtement correspond aussi à un type de morphologie et donc exclut aussi un certain type de corps. Et donc, elle continue en disant aussi le dialogue entre cet apparat romantique et léger et les aspirations personnelles peut être contradictoire. Donc, comment lutter pour l'acceptation de la diversité des corps féminins en même temps que l'on cherche à atteindre cet idéal de beauté réducteur et excluant ? Alors moi, je le dis tout de suite, j'ai passé cet été à porter des robes à fleurs et des paniers en osier et je ne fais pas du 36. Donc, merci les friperies. Donc, on peut avoir aussi un autre type de représentation liée à la mode. Mais cet article était hyper intéressant parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de la manière en fait, où le vêtement peut être discriminant. Et donc, la manière dont on va faire son shopping ou la manière dont on va voir des nouvelles collections, en fait, aura directement un impact dans notre rapport au corps. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est aussi ce mythe de la Parisienne qui a toujours un type de corps, un type de représentation. Et de plus en plus, on essaye de déconstruire tout ça.
Et d'ailleurs, je vais recevoir dans cette saison 2, pour l'épisode 2, donc ce sera plutôt pour fin septembre, début octobre, Alice Pfeiffer qui sort le 11 septembre, Je ne suis pas parisienne. Et du coup, on pourra parler de cette représentation de la parisienne qui a toujours ce type de corps assez mince, qui vient d'un certain milieu, etc. Et qui finalement ne représente pas la pluralité des corps qu'on peut voir dans la rue et au quotidien. Et donc par là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vraiment, des commentaires, des réactions. Vous pouvez même me dire si vous avez préféré des épisodes plus que d'autres. Vous pouvez même me dire si vous avez des idées pour la saison 2. Vraiment, c'est open bar. Et du coup, par rapport à ça, par rapport justement aux vêtements, il y a une autre news alors, qui est beaucoup plus récente. Je pense que vous l'avez tous et toutes vue. C'est l'annonce de la mannequin qui s'appelle Jill Kortlev. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Et qui a été recrutée chez Zara pour leur nouvelle campagne de vêtements. Et elle a été présentée comme ronde par les médias. Alors qu'elle fait du 40-42. Donc bon, entre nous, on sait tous que c'est pas vraiment rond. Je vais vous montrer une petite photo. Alors, la news, c'était ça. Donc le premier mannequin rond, alors ronde entre guillemets, le Huffington Post l'a mis entre guillemets parce que bon, on sait tous, de Zara fait la taille de la majorité des Françaises. Donc effectivement, la majorité des femmes françaises fait entre du 40 et du 42. Donc c'est une moyenne nationale. Et donc la mannequin en question, c'est elle. Alors, c'est elle. Donc au passage, très belle, il n'y a aucun problème sur cette question. Et donc elle peut tout à fait représenter une marque comme Zara. Mais le problème, c'est de savoir à quel point en fait on situe le corps, et notamment le corps des femmes, dans une optique de grosse, mince, pas assez, pas ceci, pas cela. Et c'est vrai que le fait que les médias déjà accourent sur cette news en ne réfléchissant absolument pas sur comment on peut sortir justement de ce communiqué de presse et essayer d'en faire quelque chose de plus intéressant et de comprendre pourquoi on la considère comme ronde. Et pourquoi elle-même, en fait, elle a partagé la nouvelle en disant super heureuse d'être la première mannequin plus size de Zara. Et effectivement, pas mal de personnes lui sont tombées dessus et sont tombées sur Zara, notamment pour la simple et bonne raison que eux-mêmes ne proposent pas de taille au-dessus du 44. Donc en gros, ils recrutent une mannequin qui fait du 40 et du 42, qui est quand même la moyenne, la majorité des femmes françaises, mais aussi de plein d'autres pays. Et donc, ils pensent qu'ils ont fait le travail, qu'ils se disent on a recruté une mannequin qui est ronde, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Donc, on n'a plus rien à faire, on se frotte les mains, et puis on passe à autre chose. Et c'est vrai que c'est un problème assez récurrent, et dans les médias, et dans la représentation qu'on peut voir sur les réseaux. C'est qu'en gros, on a l'impression que le mouvement body positive, qui à la base avait été créé par des femmes grosses pour parler justement de la discrimination qu'elles subissent, a été très vite récupéré pour faire quelque chose de plus policé, un peu marketé, un peu voilà, c'est joli à voir, on met quelqu'un qui a des petits bourrelets et puis hop, on passe à autre chose. Et on ne s'intéresse pas aux problèmes de fond. Et c'est vrai que c'est un problème qu'on voit de plus en plus. Et donc, moi, je me pose la question, comment on fait pour se dire, OK, on est au courant qu'il y a de la discrimination, on est au courant que pendant des années, on a vu un seul type de corps, voilà, des femmes très minces, voire filiformes. Et d'un coup, on se dit, on va mettre des femmes peut-être un peu plus en chair, mais qui restent finalement dans la norme. Donc comment on passe de ça, de cette analyse, à quelque chose de beaucoup plus inclusif, mais pour de vrai. Et ça, c'est vraiment une question que je me pose tout le temps,
tout le temps, tout le temps. Alors attendez, il y a une question, ou une remarque. Tous les efforts des marques pour être inclusifs montrent le retard avec lequel on part et à quel point elles ont toutes, en majuscule, une histoire d'être exclusives, normatives, etc. Il faudrait tout révolutionner d'un coup tellement ces efforts paraissent ridicules. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Justement, c'est ce que je me pose. C'est que je me dis, est-ce que la question, on avait fait d'ailleurs un épisode sur les marques et sur la manière dont la publicité avait essayé de changer son discours autour de ça. Et alors, je ne sais plus c'est quel épisode, mais on pourra vous le mettre en lien. Et c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas révolutionner tout et, et arrêter en fait de nous prendre pour, disons-le, excusez-moi, je ne sais pas si j'ai le droit de dire des gros mots, mais pour des cons. Parce que c'est un peu, oui, du foutage de gueule. On voit que c'est du marketing, on voit que voilà, on nous met un peu des petites pincettes et puis hop, on passe à autre chose. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas si il faut changer aussi les équipes qui sont derrière. Parce que par exemple, là, pour cette news, je me dis, est-ce que Zara s'est dit, bon, bah, en fait, vu qu'on a que des personnes qui font du 32 dans nos équipes, en fait, on voit pas là où est le problème. Est-ce qu'il faudrait pas changer vraiment les types de recrutement, les équipes, et essayer de se dire, OK, si j'ai envie de faire une campagne body positive, entre guillemets, alors il faudra peut-être changer de terme un jour, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être prendre quelqu'un qui est directement concerné et qui pourra consulter la campagne qu'on veut faire, donner des conseils, donner son avis, se dire voilà, je pense que elle c'est peut-être un bon choix, elle un peu moins. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si vous avez des idées, si vous avez si vous avez déjà vu des initiatives qui ont fonctionné, n'hésitez pas. Après, j'ai pas envie d'être totalement dans le négatif parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées, de bien belles choses, notamment sur Instagram, qui est quand même un réseau qui a vraiment émergé ces dernières années pour l'inclusivité, pour voir des types de corps très très différents. Et ça, je pense que c'est positif et il faut le rappeler. Il ne faut pas être que dans l'inquisition parce que c'est pas le cas. Mais l'idée, c'est plus de se dire comment on passe au stade supérieur et comment en fait on arrête d'utiliser des termes qui ont été créés par des personnes directement concernées, parce qu'il y avait de la souffrance, parce qu'il y avait de la discrimination, parce qu'il y avait de la grossophobie. Comment on fait pour que ces termes soient utiles et soient pas juste des outils marketing? Voilà. Si vous avez des suggestions ou des remarques, n'hésitez pas. Et du coup, alors... Oui, et du coup, moi, je pense aussi que l'idée, c'est aussi de commencer dès le plus jeune âge. C'est comment on fait pour avoir des campagnes. Alors, j'ai l'impression que les marques montrent que des corps en 8, surtout pour les modèles rondes. Rarement des mannequins avec de larges épaules. Alors, ça, c'est vrai. Et j'en parlais avec Gabrielle Dédier dans le premier épisode de Miroir Miroir, donc il y a 1 an déjà, où en fait, elle disait que parmi les personnes grosses, il y avait aussi des injonctions où en gros, si on avait plutôt des hanches avec la taille en 8, comme vous dites, c'est vraiment ce truc où voilà, on a la taille marquée, on a plutôt des seins, on a plutôt des fesses. Et en fait, elle disait que ça représentait le corps cliché, en tout cas stéréotypé, de la femme. Et donc, du coup, c'était encore pour plaire au regard masculin. Donc plutôt sexy, plutôt avantageux pour la pub. Et donc par exemple, si on prend Ashley Graham, qui est la mannequin plus size, qui est très connue, qui fait plein de campagnes, qui a fait des unes et qui a aussi révolutionné le genre, c'est qu'elle a un corps quand même assez normé, ou en tout cas ferme, les bourrelets, on en voit à peine. Enfin, elle est polissée dans sa différence. Et c'est vrai que oui, il faudrait peut-être aussi voir des mannequins
grosse, avec de larges épaules, avec des corps, en fait, avec des types de corps différents. Et j'ai l'impression que parfois, dans la diversité des corps, on a l'impression que c'est mettre une mince, une grosse et voilà, une personne qui fait du 40 qui va être considérée comme ronde, mais en oubliant en fait tous les types de corps qu'il peut y avoir entre. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas vraiment dans les médias. Le jour où on verra une d'un grand magazine féminin avec une femme voilà, qui a des bourrelets vraiment qui dépassent, qui a des cuisses, qui n'est pas forcément ferme, qui a pas forcément ce type de corps où on se dit, voilà, on sait qu'elle fait du sport. Je pense que là, on verra quelque chose de très différent et oui, de révolutionnaire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, des remarques. Alors, je vois Agnès Gillard avait écrit une série d'articles sur le renversement de cette injonction. Ok, bah je ne connaissais pas, ce serait peut-être l'occasion même de l'inviter dans le podcast. Cette année aussi, on va s'intéresser beaucoup à ça, notamment par rapport au maquillage, à cette manière dont on s'est dit, bon, le maquillage, ça peut être un asservissement, ça peut être quelque chose de très, très obligatoire parfois dans nos sociétés, où il faut toujours se montrer sous son meilleur jour, toujours au top, aller au travail maquillée comme jamais. Et d'ailleurs, Mona Chollet en avait beaucoup parlé. Je l'avais reçue dans l'épisode 2 de Miroir Miroir. Et on en avait pas mal parlé. Et ce qui était intéressant, c'est de savoir... Alors, il y a une autre question. Il faudrait fouiller aussi dans les structures commerciales des marques, les clients et les clientes cibles. Tout le paradoxe de l'édito inclusif body positive de Jamila Jamil dans un mag anglais où elle portait des marques créateurs qui ne vont pas au-dessus du 42-44. Les corps non normés sont soumis aux injonctions, mais au même moment exclus des circuits de consommation de toutes les marques qu'on voit le plus. Donc pour changer vraiment, il faut arrêter les campagnes et voir ce qu'il se passe en boutique. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a aussi une femme, alors je ne sais plus son hâte, si vous l'avez, n'hésitez pas, sur Instagram, qui avait partagé en fait en story son expérience chez Princesse Tam Tam. Bon, désolé, on cite les marques parce que là, on ne va pas faire dans la langue de bois. Chez Princesse Tam Tam, en fait, qui proposait une nouvelle collection qui allait, je pense, jusqu'au 48 ou au 50. Et donc, elle faisait je crois, du 46. Je vous mettrai les détails exacts. Et en fait, elle est rentrée en boutique et elle a demandé, voilà, moi j'ai vu votre nouvelle campagne, je suis intéressée par ce modèle, est-ce que vous avez ma taille ? Et la vendeuse lui avait répondu, ah non, non, ça c'était juste pour la campagne, mais en vrai non, il n'y a rien. Et donc, elle était un peu choquée parce qu'elle dit, mais attendez, je comprends pas, je viens de le voir, je l'ai vu dans des magazines, pourquoi je ne peux pas trouver ma taille ? Et donc, ça, c'est typiquement ce qui arrive tous les jours pour les personnes qui ne peuvent pas s'habiller en magasin. Et effectivement, si je suis votre marque, oui, en fait, il faudrait vraiment changer et la production des vêtements et la manière dont on réassort les grandes tailles dans les magasins, comme on dit, les magasins de rue commerçantes type Châtelet, Champs-Élysées, où il y a quand même une population assez conséquente qui vient et qui vient se fournir dans ces grandes enseignes. Et c'est ça, en fait, c'est qu'il faudrait aller plus loin. Alors, moi, Jamila Jamil, je vais peut-être me faire détruire, mais je suis un peu, un peu perplexe parfois sur ce côté. Voilà, je suis totalement body positive. Je suis à fond, à chaque fois elle défend plein de trucs et je trouve ça important qu'une célébrité comme elle soit aussi engagée. Mais c'est vrai que moi quand je la vois, je me dis, bon, elle n'est pas toujours concernée par ce qu'elle défend. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de défendre si on n'est pas concerné, mais il y a un peu cette idée où comme vous disiez, voilà,
elle défend énormément le body positive, mais en même temps, elle va porter des marques de créateurs qui vont pas au-dessus du 42-44. Et je pense que ce serait plus un combat à avoir de se dire, bon, moi je refuse de faire cette campagne si vous pouvez pas me proposer des tailles qui sont pas forcément ma taille, mais qui vont pas au-dessus de la mienne. Et là, il y a vraiment quelque chose de plus fort, beaucoup plus révolutionnaire et qui peut changer les choses sur du long terme. Et je me rappelle aussi de Barbie Ferreira, pour ceux qui regardent Euphoria. C'est Kat dans Euphoria, qui avait fait une campagne pour Urban Outfitters. Et en fait, elle arrive le jour du shooting et elle voit en fait qu'il n'y a pas sa taille. Et du coup, comment on fait, vu que je suis censée représenter la marque? Enfin bon. De toute façon, le sujet est très large et je pense qu'on est au tout début d'un changement qui s'est opéré, qui a commencé à s'opérer, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc, je vais aussi essayer de voir ça dans cette saison 2 du podcast et oui, de voir comment on peut renverser la situation. Alors, dernier commentaire avant de finir. Il faudrait plus de modèles artistiques, chanteuses et surtout comédiennes. Dans le cinéma, très peu de femmes grande taille. Et s'il y a, c'est toujours un sujet soit de moquerie, soit dramatique. Effectivement, on l'a vu notamment avec des séries et des films récents où on mettait des fatsuits. Enfin, c'est le fait en fait de se rajouter en fait du faux gras pour prétendre être plus grosse qu'on ne l'est vraiment. Et ça, c'est un vrai problème parce que du coup, une actrice qui est vraiment concernée, du coup, n'a pas le boulot parce qu'on préfère prendre quelqu'un qui est un peu plus acceptable, mais par contre, on va lui rajouter un fatsuit. Et ça, c'est vrai que c'est un gros problème. Oui, et les sujets de grande taille sont toujours cantonnés au même rôle, effectivement. Je vous conseille la série, ça c'est le point pop culture. J'adore la pop culture. Dans la série Easy, justement sur Netflix, il y avait un épisode que j'avais adoré. Je ne sais plus le nom de l'actrice, je vous le retrouverai pour ceux qui veulent savoir. En fait, c'est un épisode avec ses parents, c'est un épisode sur la religion, et c'est une actrice grosse, mais à aucun moment on parle de son poids, à aucun moment. Et en fait, ça fait juste plaisir de voir que son corps n'était pas le sujet de l'épisode. Pareil, dans Girls, dans la dernière saison, il y avait un personnage dont on n'évoque jamais le poids. C'est Aidy Bryant. Voilà. Donc, ça, c'était le point pop culture. Mais le sujet est très large. Si vous voulez continuer, on peut le faire sur les réseaux. N'hésitez pas à m'écrire et n'hésitez pas, surtout, à écouter Miroir Miroir. Et donc, on va lancer un titre dans 1 minute, enfin dans 10 secondes. Merci à tous. I'm fed up. I'm out of luck.